Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre via le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on commence tout de suite avec le cours de l'action Siemens. Donc Siemens qui va profiter du plan de réarmement en Europe, évidemment, donc il va y avoir de la croissance. Le cours reflète cela vu qu'on est quasiment au plus haut. Est-ce que le timing est encore bon pour s'intéresser à cette action? On va regarder ça ensemble. Alors, la croissance du chiffre d'affaires. On est sur une croissance médiane de 4%. Sur 10 ans. 2024, en exercice décalé, donc qui s'achève en septembre, a vu 1,4% de croissance, qui n'est pas très élevé. On a des acquisitions pour bien améliorer les parts de marché du groupe, ce qui aide aussi à booster un peu la croissance. Donc il y a un mélange de croissance externe et de croissance organique sur le groupe. Maintenant, il faut s'attendre à ce que la croissance réaccélère, vu qu'il va y avoir des dépenses en Allemagne notamment, et donc dépenses d'armement, mais ça va aussi bénéficier à l'industrie comme Siemens. Donc ça c'est plutôt bon. Ensuite, les taux de croissance, les taux de marge. On voit que le taux de marge brut est en augmentation. Donc l'entreprise a de plus en plus de pouvoir de fixation des prix. Ça c'est excellent, ça montre que sa situation concurrentielle s'améliore. Alors c'est plutôt au niveau mondial, puisqu'on a face à nous un acteur quand même mondial. On est à 180 milliards d'euros de market cap. On lutte contre du General Electric et des conglomérats de cette taille-là. Donc la concurrence, elle est peut-être européenne, peut-être face à du Alstom ou d'autres conglomérats industriels. Mais voilà, on est sur un terrain de jeu mondial, et au niveau mondial, Siemens, à mon avis, est bien positionné, comme le taux de marge brut le reflète. Ce qu'on voit en plus, c'est que le taux de marge d'EBITDA est aussi en augmentation sur la période excellente, donc on bénéficie du levier opérationnel, donc meilleure efficience opérationnelle, économie d'échelle, etc. Le groupe est monté en qualité depuis 10 ans, ça c'est très bon, et c'est pareil pour le taux de marge net, on est au plus haut depuis 10 ans, donc il y a une excellente efficience financière et fiscale. Donc très bien, on voit qu'on a les taux de marge de qualité, l'entreprise est qualitative et le management est compétent sur cette boîte. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Si on compare, on voit que les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc ça c'est bien, ça dépend de comment c'est obtenu. Si c'est au détriment des capex, c'est moins positif. Donc on va d'abord regarder si le BFR s'est amélioré sur la période. Non, il s'est plutôt dégradé de 48 milliards, 48,49 milliards quasiment. Donc ça vient pas de là. Est-ce qu'on a des dépenses en capital moins élevées que les dépréciations amortissements, ce qui voudrait dire qu'on diminue l'appareil productif? Non, c'est pas le cas. On maintient l'appareil productif, donc ça c'est bien pour la croissance future. Et je pense qu'il va y avoir une augmentation de la dépense en capital avec les plans qui arrivent. Et est-ce qu'on a des other non-cash items? On en a pour 42 milliards. Donc là, il faut aller analyser de quoi il s'agit dans les tableaux de flux de trésorerie. Et nous, on va plutôt utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise, ça reflète mieux la profitabilité réelle. Et ce qui intéresse sur les investisseurs, évidemment, c'est les free cash flow, parce qu'à la fin des fins, ce que vous avez dans la poche, c'est les free cash flow qui vous sont rendus et pas les bénéfices nets. Alors, et s'il n'y a pas de dette, évidemment, on pourra utiliser les free cash flow, mais on va voir, il y a de la dette, donc il vaudra mieux utiliser la valeur d'entreprise sur EBITDA. On continue avec la rentabilité, le rendement des capitaux investis. En médiane, on est sur du 5,7, ce qui n'est pas très élevé. Mais sur la période récente, on a réussi à hisser jusqu'à 7% la rentabilité, le rendement des capitaux investis, 6,5% sur le dernier quarter. Bon, c'est pas si mal pour une société industrielle qui a une lourde dépense en capital, qui a besoin de beaucoup de capital pour générer des rendements. Eh bien, c'est pas si mal. Donc 6,5%, si ça s'améliore, c'est encore mieux. Mais à ce niveau-là, c'est quand même convenable, on va dire. Ensuite, on va regarder l'endettement du groupe. On est sur une dette qui est assez lourde. On est à plus de 3 fois la dette nette sur EBITDA. Donc là, il va falloir que le management priorise le remboursement de la dette pour diminuer, pour dérisquer le dossier. Là, c'est un peu trop lourd. Bon, l'avantage, c'est que les free cash flow sont équivalents à l'EBITDA, donc on va pouvoir quand même rembourser cette dette-là en quelques années sans trop de problèmes. Et puis si la croissance revient, eh bien, il y aura pas de problème pour ensuite rembourser cette dette. La rémunération des actionnaires maintenant. Alors, si on regarde le dividende et les rachats d'actions, on a un dividende qui représente à peu près 2% de rendement à l'heure actuelle, au prix actuel, donc ça c'est pas mal. En plus, il représente un tiers des free cash flow, donc ce dividende est sécurisé. Et le bonus qu'on a sur Siemens, c'est les rachats d'actions. Donc on a bien réduit le nombre d'actions depuis 10 ans, ce qui nous amène à un rendement de l'actionnaire d'à peu près 3%. C'est tout à fait intéressant, 3% à ce niveau-là, avec une entreprise leader mondiale bien financée, mais attention, il y a quand même de la dette. Mais voilà, c'est quand même pas si mal. Ensuite, on va regarder la valorisation. En valeur d'entreprise sur EBITDA, on est sur une surcote. Donc là, on est sur un multiple qui reflète les attentes du marché concernant la croissance. On est surcoté de 50% par rapport à l'historique, puisqu'en même temps, il faut se rappeler que sur la période
Avant 2025, on était sur une société mature qui a plus de croissance. Et là, maintenant, la perception du marché a changé. Maintenant, on est sur une société de croissance. Et les multiples reflètent cela. Alors moi, je ne sais pas investir sur les sociétés de croissance, c'est pour ça que je ne le fais pas. Si vous voulez investir sur les sociétés de croissance, il faut prendre les projections des analystes. Donc là, vous pouvez prendre par exemple l'EBITDA sur les 12 prochains mois. Et là, on vous dit que le multiple sur l'EBITDA de 2025, il est à 15 fois la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. La médiane est à 10 fois, hein, mais ça c'est normal, hein, on n'a pas de croissance. Donc la médiane, elle est peut-être pas représentative. Donc impossible de valoriser, il va falloir prendre les projections des analystes, même pas sur, à mon avis, 12 mois, hein, sur 24-36 mois, pour voir est-ce qu'on est cher ou pas par rapport à la croissance. Donc il va falloir faire confiance aux analystes ou faire vos propres modèles de projection pour savoir où est-ce que le multiple se trouve réellement et de combien l'EBITDA va monter sur les prochaines années. Conclusion du dossier Siemens, c'était une société value, hein, typique, avec des multiples pas très élevés, mais qualitatives hein, quand même. Et maintenant, elle se transforme en société de croissance. Donc, pour la croissance, c'est un tout autre type d'investissement où il va falloir faire des projections de croissance et de projections de hausse des bénéfices. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.